Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Est-ce qu'on se dirige vers un autre bras de fer entre Québec et les médecins omnipraticiens? En tout cas, le ministre Christian Dubé en appelle au sens de la responsabilité des médecins pour continuer à prendre en charge des patients via le guichet d'accès, même s'il met fin au forfait annuel de 120 qui est en vigueur depuis 2 ans pour inciter les médecins, justement, à prendre en charge des patients sur le guichet. Docteur Gaétan Barrette, ex-ministre de la Santé, est avec nous pour nous aider à bien comprendre l'enjeu. Bonjour, Docteur Barrette. Bonjour. Alors, qui va plier? Est-ce que le gouvernement va encore plier devant les demandes des médecins? Ah, c'est une bonne question parce que dans l'histoire récente et ancienne, les gouvernements ont toujours plié, mais cette fois-ci, il faudrait que ce soit la fois où ils plient pas parce qu'à un moment donné, il y a des limites à tout, là. Et je pense qu'on a atteint la limite. Expliquez-moi une affaire. Comment fonctionnait ce fameux forfait de 120 $? Puis est-ce que ça venait avec une certaine obligation? Parce que c'est bien beau retirer, par exemple, prendre quelqu'un du guichet, mais si tu le vois pas dans un délai raisonnable, on n'est pas plus avancé. Ben, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on a mis en place une formule, envoyer 120 $ aux médecins, en échange pas de 5 rendez-vous, là, en échange de 1 rendez-vous avec un médecin ou ses collègues dans un groupe de médecine de famille. C'est ça qui a été mis sur la table. Le problème, c'est que les statistiques semblent montrer que les gens qui sont dans cette cohorte-là, ben, ils voient moins ou pas le médecin que la cohorte de patients réguliers. Ça veut dire que les médecins ont pris le cash puis n'ont pas livré la marchandise. Et là, l'enjeu, il est là. Le problème de l'État, Alexandre, là, c'est pas bien compliqué. Le problème de l'État, c'est qu'il devrait être capable de mesurer, de dévoiler ce que les médecins font. Et les médecins font tout, mais tout, là, mise en demeure, bataille, sont dans la rue, crient au meurtre, pour ne pas qu'on les dévoile. Écoute, Alexandre, tous ceux qui nous écoutent un matin, là, je comprends qu'il y a de bonne heure, là, mais ils savent une chose. La majorité des gens qui nous écoutent, là, ils ont déjà réservé quelque chose. Ils ont réservé une place au cinéma, une place au restaurant, un billet d'avion, un siège dans un avion. Mais quand tu fais ces réservations-là, Alexandre, tu as accès à la grille de rendez-vous. Tu as accès au siège dans l'avion. Tu as accès au nombre de vols. Tu as accès à tout ça. Tu le vois. Et la compagnie est capable, à pied levé, là, dans n'importe quel domaine, de dire, voici, là, mercredi soir prochain, là, c'est ça mon offre de service. Et vous, les citoyens, les clients, allez regarder l'offre de service puis choisissez le moment où vous voulez venir. Ben ça, là, ça a l'air simple, là, mais les médecins refusent ça. Et pourquoi ils veulent pas? Alors que normalement, là, c'est comme ça que ça devrait être. Il y a un principe en médecine qui s'appelle l'accès adapté, là, qui existe depuis les années 50, qui est comme ça. Toi, Alexandre, tu es un médecin, là, tu inscris, tu prends en charge 1000 patients. Mais ta grille horaire, là, qui est, mettons, 25 rendez-vous par jour, tu la rends publique à tes 1000 inscrits. Et c'est tes 1000 inscrits qui choisissent en fonction de leurs problèmes de santé puis de leur disponibilité. Là, les médecins vont dire « Ouais, mais là, je suis pris en otage, ils vont abuser de... » Non, l'expérience a montré, puis ça fait bientôt 100 ans de ça, que les gens sont raisonnables. Ils vont pas voir le docteur pour rien. Mais à partir du moment où ils savent qu'ils vont être vus en dedans de 2 jours, ben, ils gèrent leur affaire correctement. Tout simplement. Et ce que je viens de te dire, là, Alexandre, c'est ça que les médecins refusent. Alors, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Le gouvernement le voit, puis il dit aux médecins, ça fait, là, on arrête de mettre de l'argent, puis là, vous allez changer votre façon de fonctionner, on veut vous voir. Mais pourquoi ils refusent, Dr Barrette? Parce qu'à un moment donné, est-ce que c'est parce que ils veulent pas nécessairement que leurs statistiques, leurs chiffres soient entre les mains du ministère de la Santé pour que le ministère pose davantage de questions? Et en complément, est-ce que Christian Dubé, avec les nouveaux outils, là, que ce soit le projet de loi 11, sa réforme du réseau de la santé, est-ce qu'il va pouvoir avoir en main ces données-là? Ben oui, et il y en a déjà une bonne partie. Okay. Tu sais, la loi 15 actuellement, là, c'est une continuation de ma loi 10 à moi, là. Oui. Et dans la loi 10, il y avait tout ça. Je vais te donner un exemple, là. On a entendu parler cette semaine dans les médias, Rendez-vous Santé Québec.
Rendez-vous Santé Québec, c'est moi qui ai mis ça en place. Puis c'était exactement ça. Et c'était fait pour rendre la grille de rendez-vous visible au moins au gouvernement et certainement aux patients. Je n'ai pas pu l'imposer, l'utilisation de ça, mais elle était là et les médecins ont tout fait pour ne pas s'en servir. Christian Dubé arrive, il voit ça, c'est une bonne idée, je vais imposer l'utilisation de ça. Alors, il est dans la même ligne, mais là, il est dans un mode d'imposition, ce qui indispose les médecins. Mais si tu regardes les choses de l'angle du citoyen, là, le patient, c'est ça qu'il faut faire. L'État, là, on peut pas permettre à l'État de dire aux médecins, voici comment tu vas pratiquer la médecine. Voici comment tu vas opérer. Voici comment tu vas examiner un patient. L'État n'a pas de compétences là-dedans, ni de responsabilité. C'est le collège des médecins. Mais c'est normal pour l'État de dire, ben regarde là, c'est parce qu'on paye, puis on veut voir l'offre de service. C'est rien que ça que l'État demande, et c'est précisément ça que les médecins ne veulent pas, et c'est pour ça qu'ils se sont battus contre la loi 11. La loi 11, là, ce qu'elle fait, c'est exactement ça. Ça rend visible l'offre de service. Ça veut dire que moi, là, t'es mon médecin. Ben moi, je vais être capable de voir, ben Alexandre, écoute, c'est parce que tu es là 3 jours et demi par semaine, tu pourras pas être là 5. Parce que les modélisations faites au ministère, dans mon temps comme aujourd'hui, ils sont faites à 35 heures semaine, 40 semaines par année. Écoute, là, c'est pas le but de pouvoir, là. Mais maintenant, ils l'ont pas, ça, le gouvernement, ils l'ont pas. Et là, la FMOQ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie toujours dans des médias des docteurs qui font au moins ce qu'on demande. Puis là, ils arrivent devant la caméra, puis ils disent, ah, écoutez, moi, je travaille fort, puis c'est vrai. Mais c'est inégal. Parce que moi, je connais des médecins, là, 1500 patients, ils ont des grosses journées. Oui. Et ce que vous nous dites, c'est que c'est un peu inégal? Ils sont pas tous à 1500 patients. C'est complètement inégal. Écoute, c'est tellement inégal, là, Alexandre, écoute bien ça, là. On sait aujourd'hui, là, c'était comme ça pendant que j'étais là, puis apparemment, dans les statistiques, ça n'a pas changé, là. La moitié des médecins font plus que ce que je viens de dire. Au moins autant, sinon plus. Oui. Un quart, ils en font un peu moins, mais la marche est pas beaucoup difficile, est pas haute à monter. Et un dernier quart qui est loin, mais loin, ils sont à temps partiel, c'est ça, qualité de vie, là. Moi, je joue au golf. Je travaille 3 jours par semaine. Si on arrivait à faire en sorte que ceux qui sont juste en dessous de ce qu'on demande et ceux qui sont loin de ce qu'on demande, si on arrivait à les faire travailler à la hauteur requise, ce que je viens de te dire, écoute, il y aurait trop de médecins au Québec pour la population qu'on a. C'est simple de même. Simple, simple, simple. Alors, les médecins ne veulent pas ça. Ça fait que la FMOQ, elle envoie un docteur qui travaille bien, travaille fort. Écoute, là, il y en a des workaholics en médecine, là. Il y en a des docteurs qui font du débit, là, comme tu dis, là, qui prennent 1500 patients, qui travaillent 50 heures par semaine. On leur demande même pas ça. Une chance qu'on les a, parce qu'ils compensent pour celui qui était à 2 jours et demi par semaine. Mais si tout le monde, là, était dans un rythme normal, il n'y en aurait pas de problème. Le problème du médecin, c'est qu'il se voit comme un entrepreneur indépendant à qui on peut rien dire et rien demander, alors que la société qui, par les impôts des citoyens, paye cher et paye bien les médecins, ils sont bien payés les médecins. Alexandre, là, un médecin de famille à temps plein, ça gagne 400 000 $ par année. 400 000 $ à 35 heures, 40 semaines. Écoute, t'apprends-tu ce job-là, toi? J'aurais dû étudier plus longtemps. Alors là, Christian Dubé, là, il a repris essentiellement ce que moi j'avais mis en place. Il en a rajouté un peu. Il a créé Santé Québec. Là, il y a toutes les cartes dans son jeu parce que la carte la plus importante, c'est, tu sais quoi? Je l'avais, moi, puis mon patron, lui, a reculé. Mais là, la carte la plus importante, c'est que ceux qui nous écoutent sont tannés. Alors, ils sont tannés, là. Et je suis sûr que ceux qui nous écoutent un matin, là, ils ont compris c'est à quoi réserver un billet d'avion et réserver un siège. Ils savent que la compagnie, là, est pas lésée si on voit son offre de service. Elle fait ses affaires pareil. Ben, les médecins, c'est la même affaire. À moins que eux autres, leur priorité, pour une trop grande partie, ça soit de contrôler dans l'ombre leur horaire. Alors, moi, je dis aux gens, continuez d'être de mauvaise humeur. Parce que là, au moment où on se parle, vous avez raison, et il y a une solution. Écoute, une dernière chose, Alexandre, arrêtez tout le monde d'écouter tous les gens qui commentent en disant « Le système de santé, c'est incompréhensible, c'est ingérable. » Non. C'est gérable, c'est juste pas géré. Pas la même chose. Ouais.
Mais quand on regarde le portrait de la situation, puis même, c'est un papier intéressant dans le journal aussi, le temps de séjour sur civière, ça stagne. On a l'impression qu'on a beau mettre des milliards là-dessus, ça stagne. On est à peu près tout le temps dans les mêmes chiffres, puis on attend, puis on attend, puis on attend. Écoute, le temps d'attente sur civière, là, parce que ça, c'est très particulier, parce que l'attente sur civière, c'est quand tu as été vu, puis on te met sur une civière, puis on commence un traitement. Oui, mais t'attends longtemps avant aussi. Oui, aussi. Alors, la règle sur le temps d'attente sur civière qui a été établie en 2000, croyez-le ou non, on est en 2024. En 2000, on a dit, on devrait être capable de régler la situation d'une personne qui est sur la civière, donc qui a été vue, qui est investiguée, on fait des tests, on a commencé des traitements, on se donne 12 heures. Après 12 heures, si le problème est réglé, la personne s'en trouve à la maison avec des médicaments, des choses comme ça, ou bien on la monte à l'étage, on l'hospitalise. Ben le 12 heures, croyez-le ou non, il a été atteint en 2018. En 14 et 18, là, ça a été atteint, mais c'est remonté instantanément. Mais là, et là, suis-moi là, le problème qu'on vit au Québec, là, c'est que la population augmente. Augmente. Puis on construit pas d'hôpitaux. Et vieillit. Il n'y a pas de capacité. Écoute, en 2016 et 2031, on s'entend-tu que 2031, c'est pas loin, là? Mais la population du Québec va avoir augmenté de plus de 1 million de personnes, dont 750 000 dans la grande région de Montréal. Il est où le dernier hôpital, où l'hôpital a grandi au Québec? Là? Alors, là, à un moment donné, là, pour des raisons budgétaires, ben, on pèle par en avant, puis on suit pas la parade. Ça fait qu'on est toujours en déficit. Ça fait que d'un côté, en première ligne, on a du monde qui ont la capacité de livrer, mais qui s'occupent de leurs affaires. Puis de l'autre côté, ça, c'est la responsabilité de l'État. On ne suit pas la parade en mettant en place les ressources. Il y a deux côtés à la médaille, mais au bout du compte, là, c'est une question de gestion. Il y en a des réponses à ça. Alors là, je vais rejoindre ce que Yasmine et Marc-André disaient tantôt. Tu sais, les gens sont tannés d'être taxés. Mais en réalité, les gens, là, acceptent les taxes si le résultat est au rendez-vous. Mais là, le résultat n'est pas au rendez-vous. Non, on est loin de ça. Une mesure du budget Trudeau là, qui fait sursauter là, l'inscription dans la loi canadienne de l'hypothèque islamique, qui serait un grave précédent selon le Bloc québécois. À quoi le gouvernement Trudeau a pensé? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un ballon politique? Il y a bien des gens qui nous écoutent là, qui apprennent l'existence de l'hypothèque islamique. On connaissait l'hypothèque à taux variable, l'hypothèque à taux fixe. L'hypothèque islamique, là, il y a bien des gens qui tombent de leur chaise. Moi, là, je trouve ça extrêmement dangereux. Très, très, très dangereux. Parce que dans le budget, là, page 83, là où cette mesure-là est annoncée, on explique que c'est parce qu'il y a des gens qui auraient de la difficulté à avoir accès à du crédit à cause de quoi? De leur religion. Et moi, je trouve ça dangereux. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que ça fait un précédent. Et je vais rappeler aux gens qui nous écoutent, parce que ça se peut que les gens l'aient oublié. Il y a quelques années, là, il y a une dizaine d'années, là, un petit peu plus même, en Ontario, il y a un gouvernement qui a mis sur la table, et ils ont été obligés de reculer, là, la possibilité de légaliser la charia. OK? On sait c'est quoi la charia, là. C'est un code légal, musulman, islamique, religieux, point à la ligne. Là, je veux pas faire le procès du Coran et de l'islam, c'est pas ça, là. Mais à un moment donné, là, je considère, moi, que dans notre société dite de droit, on est réputé être tous égaux devant la loi. Ben, la loi, elle doit être égale pour tous. Parce qu'une hypothèque islamique, tu sais quoi, ça? Ben, ça, c'est un prêteur privé qui doit être musulman, qui doit, en collaboration avec un imam, donc un curé, prêter à quelqu'un qui doit être musulman un montant d'argent et cette hypothèque-là doit être sans intérêt. Mais, même s'il n'y a pas d'intérêt, il y a des frais. Ouais, c'est ça. Et quand on regarde le fonctionnement des hypothèques islamiques dans le monde, incluant dans les pays arabes, ben, il y en a en Alberta de ça. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe. Au bout de la ligne, là, ça coûte plus cher qu'une hypothèque régulière. Alors là, on va faire quoi, là? On va faire le précédent
d'enchasser dans la loi des règles économiques qui vont être discriminatoires parce qu'elles vont s'adresser exclusivement à des gens qui prêtent et reçoivent un prêt pour une hypothèque à la condition de passer par un imam et d'être de confession musulmane. Ben, le jour où tu fais ce précédent-là, là, tu vas dire quoi pour dire, ben non, mais là, maintenant, je vais avoir la justice charia. Et je vais te donner un exemple que j'ai vécu comme député. C'est un vrai exemple, là. À un moment donné, il y a des gens qui sont venus me voir, des gens qui avaient un financement là, astronomique de l'extérieur du Québec. OK. Ils voulaient qu'on construise un hôpital musulman, ouvert à tous, mais dans lequel on allait séparer les hommes et les femmes. Ben, j'ai dit non. J'ai dit, je n'embarquerai pas dans cette démarche-là parce que on ne peut pas avoir un système de santé où il y a ce genre de ségrégation-là. Je comprends que c'est une raison religieuse. Je comprends que dans votre religion, vous avez cet enjeu-là. Ouais, mais à un moment donné, dans la société, on doit avoir un dénominateur commun, là. Docteur Barrette, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. À la prochaine.